Bonjour, bienvenue dans Un talent, une histoire. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Nelly Berthelot-Madingue, consultante internationale en communication institutionnelle, qui va nous raconter une partie de son histoire. J'espère, comme moi, vous passerez un bon moment en notre présence. Bonjour Nelly. Bonjour Vanessa. Merci de me recevoir aujourd'hui dans ton magnifique jardin. Et avant toute chose, j'aimerais que tu te présentes à nos invités pour savoir qui tu es et nous raconter un petit peu une partie de ton histoire. D'accord, eh bien, écoute, bonjour Vanessa, bienvenue à la maison. Je suis Nelly, j'ai 33 ans, je suis mariée, j'ai 3 enfants. Nous vivons au Congo depuis un peu plus de 3 ans maintenant. Je suis consultante internationale spécialisée en communication institutionnelle et en relations internationales. J'ai eu à travailler dans plusieurs entités, institutions nationales et internationales. Je suis expatriée depuis 7 ans maintenant. Donc, je suis française. Je travaillais en France à l'origine. J'ai fait mes études en France. J'ai travaillé en France jusqu'à l'année 2017 où je suis allée en Centrafrique à Bangui pour travailler pour le PNUD, pour la Cour pénale spéciale. C'est ce qui m'a amenée un petit peu à l'expatriation et je n'en suis pas encore revenue parce que ça a été très riche d'enseignements pour moi et que j'ai un peu pris le virus du travail sur le terrain, comme on dit, pour essayer de mettre en œuvre les projets directement là où ils ont un impact. Donc j'ai passé 4 ans à Bangui en Centrafrique et maintenant ça fait 3 ans qu'on est ici au Congo. On devrait bientôt partir, voilà, pour de nouvelles aventures, mais pour le moment on est encore ici. Magnifique. Pourquoi ce choix? Pourquoi Bangui? Pourquoi avoir quitté la France pour, je suppose, un retour en Afrique? Mais avant toute chose, comment tu es arrivée à faire ce métier? Moi, je suis française d'origine camerounaise par mes parents. J'ai eu la chance à un moment donné d'aller à la rencontre un peu de mes grands-parents et de mes origines. J'ai été à l'école française à Douala pendant 3 à 4 ans, pendant mon école primaire. Et en fait, le tournant dans mon esprit s'est fait à ce moment-là. J'ai passé des années magnifiques. J'ai rencontré des amis qui aujourd'hui font encore partie de mon socle le plus proche. Mais j'ai aussi ouvert les yeux sur la réalité de ce que c'était la richesse, la réalité de ce que c'était l'entraide, la réalité de ce que c'était le jeu. J'avais la chance d'être privilégiée, voilà. J'étais à l'école française avec mes amis, je ne manquais de rien. J'avais vraiment pas de problème là-dessus, mais on vivait en face de maisons en tôle, où mes amis avec lesquels je jouais au quartier parfois avaient de la pluie chez eux quand il pleuvait. Et en fait, ça m'a vraiment marquée. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qui pourrait avoir un impact direct dans leur vie? Quel métier je pourrais faire pour me rendre utile? Et j'étais pas très vieille, hein, j'avais 9-10 ans. Mais ça m'est resté, en fait. Et je me suis dit, bon, je vais essayer de faire quelque chose pour que mes études me permettent d'être utile à mon pays ou à mon continent, à défaut, pour que les choses s'améliorent. C'est comme ça que j'ai fait des études de sciences politiques, de relations internationales. Je voulais travailler dans l'aide au développement. Je voulais avoir un impact, même si à l'époque, je savais pas vraiment ce que ça voulait dire, ce que ça impliquait, etc. Donc, j'ai fait mes masters là-dedans, en sciences politiques, relations internationales. J'ai fait aussi un autre master en mondialisation et francophonie, parce que je suis française d'origine camerounaise, mais profondément aussi française. Je suis très contente de ma double culture et j'avais vraiment envie d'en faire un atout et pas quelque chose qui soit bloquant, comme ça peut l'être parfois, où on n'arrive pas à bien se placer. Est-ce qu'on doit forcément choisir? Moi, j'ai décidé d'embrasser les deux, de voir ce que je pouvais en tirer de positif. Donc, c'est comme ça que j'ai fait ces études-là. Et pourquoi Bangui? Par hasard, en fait, l'opportunité. Quand je vais à Bangui, j'ai 27 ans, ça fait quelques années que je cherche à aller sur le terrain avec les Nations Unies, puisque c'était mon rêve à moi de bosser pour les Nations Unies. Je m'étais dit, voilà, c'est l'organisation qui, par excellence, essaye de faire bouger les choses et d'avoir un impact, de donner du sens. Essayer pendant 2 ans.
plus d'une centaine de lettres de motivation envoyées sans réponse, sans même accusé de réception, sans rien du tout. Et un jour... Ça vient dur pour le moral, non? C'est dur pour le moral, c'est vrai. Mais je suis pas quelqu'un qui abandonne facilement. Donc, je m'étais dit, je vais réussir, je veux faire ça absolument. Je me suis entêtée. C'est vrai que c'est pas la structure qui accueille le plus facilement des gens. Il y a des centaines de candidatures à chaque fois qu'un poste est ouvert. C'est pas facile, mais ce qu'on fait avec facilité, on l'apprécie moins en général. C'est vrai. Donc du coup, le jour où enfin j'ai été prise pour passer un entretien, je me suis dit non, il faut absolument que ce soit l'entretien de ma vie et que je dise ce qu'il faut, que j'arrive à mettre en avant mes qualités pour leur donner envie qu'on puisse travailler ensemble. J'avais vraiment beaucoup bachoté, beaucoup lu, je m'étais renseignée. J'avais un ami qui était originaire de Centrafrique à l'époque, avec qui j'avais fait mes études, à qui j'ai demandé des conseils aussi. Il m'a aidé, on a préparé l'entretien, ça s'est bien passé, j'ai été prise. Et c'est comme ça que j'ai eu l'opportunité de découvrir Bangui. Je ne connaissais pas du tout la Centrafrique à l'origine. Le projet était celui de monter une cour de justice hybride, qui soit à la fois nationale et internationale. Et moi, j'étais en charge de l'unité communication et sensibilisation, donc faire connaître à la population l'existence de cette cour, traiter les crimes les plus graves, c'est-à-dire les crimes internationaux, crimes de génocide, crimes de guerre, crimes contre l'humanité. Des thématiques, ma foi, assez dures, mais pour le coup, on se sent vraiment utile. Il s'agit de convaincre les personnes qu'il est nécessaire d'aller déposer plainte, qu'il est nécessaire de poursuivre les auteurs de crimes graves afin qu'ils soient jugés et que ça ne se reproduise plus dans l'idéal. Bien sûr, les choses sont plus compliquées et malheureusement, la Centrafrique est encore en conflit maintenant qu'on est en train d'en discuter, mais le travail de la Cour a avancé. J'ai l'impression de m'être sentie utile. Des centaines de plaintes ont été déposées. Les gens ont appris que cette cour existait et qu'elle était là pour eux. Et moi, je lui souhaite le meilleur pour la suite. C'était pas ton premier métier, j'imagine. J'ai eu d'autres expériences avant. J'ai eu, ma première expérience professionnelle était en fait pendant mes études. Moi, j'étais animatrice. Animatrice sportive et linguistique. J'avais pas la possibilité. Oui, c'est pas du tout la même chose, mais oui, c'est un mélange des genres. J'ai passé le BAFA, comme on dit, brevet d'aptitude à la fonction d'animateur. Quand j'avais 17-18 ans, pour pouvoir travailler les étés et pendant les vacances scolaires. Et c'était mon premier métier, mon premier rapport au monde professionnel. Ça m'a permis d'apprendre l'anglais parce que j'avais pas nécessairement les moyens de me rendre en échange Erasmus ou tous ces mécanismes qui étaient là. Et donc, j'ai pu apprendre sur le terrain. J'ai fait des voyages en Irlande, en Angleterre, à Malte. Ça me permettait l'été de pratiquer la langue et d'avoir quand même un peu de sous. Et puis de profiter de spots assez sympas pour les vacances. Il y a quand même pire que d'emmener des jeunes s'amuser, apprendre l'anglais et autres. Donc j'ai fait ça pendant peut-être 8 ans. Mais j'ai vraiment adoré. Je faisais ça avec grand plaisir. C'était mon part-time job, on va dire, à côté de mes études. Et ensuite, ma première véritable expérience professionnelle, c'était à l'UNESCO. Où j'ai réalisé le stage qui m'a permis de valider mes études, mon Master 2, au département Afrique. J'ai beaucoup aimé au siège à Paris. C'était vraiment édifiant. J'ai vu comment un siège des Nations Unies fonctionnait. Et c'est là que j'ai pris le virus, où je me suis dit, non, il faut absolument que j'y retourne à un moment donné. Après ça, j'ai eu une expérience à handicap international. D'accord. C'était mon deuxième stage non obligatoire, que j'ai fait dans le cadre de mes études que j'ai continué après le master. J'ai fait un DU de droit, parce que je voulais avoir une base juridique, je voulais comprendre certaines choses. Et donc, je l'ai fait à handicap international, ce qui m'a donné le virus de la communication. C'est la première fois que je voyais ce que c'était que de la communication institutionnelle. Ça m'a plu et je me suis spécialisée là-dedans pour la suite. L'expérience suivante, hors stage, ma première expérience hors stage, c'était avec l'armée de terre. J'étais officier de communication dans le cadre de ce qu'on appelait les contrats armée jeunesse.
Parce qu'il y a des mécanismes qui existent pour permettre aux jeunes de se mettre le pied à l'étrier, d'avoir de l'expérience avant d'être pris pour un premier emploi réellement. Il faut les connaître, mais moi, j'encourage les gens à regarder ce que c'est. Voilà, donc ça, c'était proposé par le ministère des Armées français. Pareil, expérience enrichissante, mais première déception aussi. Parce que c'est là que je me suis rendu compte qu'on peut aussi être victime de misogynie, sexisme, voire racisme dans le milieu du travail. Sur le coup, c'est bon, on fait avec, on apprend. Mais ça a été la première fois que je me suis rendu compte de ça de façon assez directe. Et puis, par la suite, j'ai cherché un premier emploi véritable. J'ai failli le trouver assez vite. J'ai été prise pour un entretien dans une structure très intéressante à Lyon. Ça n'a pas été concluant, même si j'étais la meilleure, parce que, je cite, l'un des groupes politiques, c'était un poste de chargé de mission, qui à l'extrême droite n'a pas souhaité en fait que la chargée de mission soit une femme noire. C'est là aussi le premier contact que j'ai eu avec le fait que ça sera pas facile tous les jours. Il y a des épreuves qui sont comme ça malgré nous, et ça m'a fait un peu traverser quand même le désert pour la première fois. Pendant 8 mois, j'ai pas trouvé d'emploi stable. Alors j'ai travaillé parce que j'ai toujours travaillé, donc je suis retournée être animatrice dans une école, dans un quartier en zone prioritaire, comme on disait à ce moment-là. Mais je l'ai très mal vécu. Ces mois-là, je me suis dit, j'ai fait des études, j'ai les capacités, j'ai passé les tests écrits comme tout le monde, ça s'est bien passé, mais je n'accède pas au poste, je n'arrive pas à transformer l'essai pour quelque chose qui est totalement indépendant de ma volonté. Le fait d'être une femme noire, et qui, pour moi, n'aurait pas eu d'impact immédiat sur la qualité de mon travail. Oui. Mais bon, c'était pas dans mes mains, ça veut peut-être dire aussi que je devais pas y aller, mais sur le coup, c'était très compliqué à accepter. C'est pas l'expérience que j'ai le plus appréciée, je vous le cache pas, mais ça a durci le cuir, on va dire. Comment t'as géré ça, le fait de te retrouver confronté comme ça, de manière très frontale à qui tu es, parce que finalement tu peux pas changer ta couleur de peau, c'est ce que tu es, et que à cause de ça tu n'as pas accès à un métier qui est le tien et dont tu as les compétences. Comment t'as pu dépasser, on va dire, cette déception, cette frustration, parce que j'ai eu la sensation de ne pas avoir le choix. Parce que de deux choses l'une. Soit ça nous détruit, ça nous paralyse. Et en fait, on ne fait plus rien dans ce sens-là, voire on change de voie en se disant, si des personnes, pour raison politique, pour raison d'affinité ou autre, décident de me mettre sur le côté, tant pis, je baisse la tête. Soit je vais aller au-delà, je vais pousser les portes et je vais montrer que en fait, je suis compétente et je peux y arriver. J'ai eu des crises de larmes, j'ai eu des moments où c'était pas drôle. J'ai eu le soutien de proches, j'ai pu en parler à ma mère, j'ai pu en parler à certains amis qui m'ont aidé à me remobiliser, à repartir en fait. J'étais jeune, j'avais toujours mes projets et mes rêves. Il était hors de question que ça s'arrête là avant 25 ans parce que quelqu'un n'a pas aimé ma tête, quoi. Parce que finalement, ça va arriver même en dehors du milieu professionnel. C'est quelque chose que j'ai vu aussi pour accéder à des appartements. Vous donnez votre dossier, le dossier est très bien, il est accepté, vous arrivez au rendez-vous. Ah non, vous imaginez pas comme ça. Bon, on voit ce que ça veut dire. Tout à fait. On voit ce que ça veut dire. C'est décevant, mais dites-vous que vous allez trouver un autre appart. Il sera encore mieux aménagé, qui sera fait pour vous. Parce que sinon, ça va vraiment vous bloquer. Et qui a le droit de vous bloquer, en fait, dans votre vie ? Pourquoi ? Au nom de quoi ? C'est une personne, ça va pas l'empêcher ensuite de vivre de son côté et de continuer à gérer ses projets et à évoluer. Donc c'est à nous de voir si on veut que cette personne détermine la suite de notre vie. C'est beaucoup trop. C'est lui donner trop de responsabilités, trop d'importance. On n'a pas toujours le courage de pouvoir affronter ça et de se dire je ne vais pas laisser cette situation me définir le restant de ma vie. Et parfois, pour certains, on frise. Ce n'est pas toujours évident. L'idée, c'est de ne pas rester comme ça. S'il faut que vous encaissiez le coup, on encaisse le coup, je vais aller faire du sport, je vais aller pleurer, je vais aller me réfugier quelque part. Je vais pas être bien pendant un temps, mais après, il faut décider de se relever et de continuer. C'est très important. Je pense qu'il faut tous aller chercher l'énergie nécessaire pour ça, parce que c'est notre vie dont il s'agit.
Donc, si j'avais choisi de changer de voie juste à cause de cette personne, je serais même pas là en train d'échanger aujourd'hui. Et je serais passée à côté d'opportunités autres qui se sont présentées. Elles se sont présentées plus tard, quelques années après, quelques mois après parfois. Mais ça en vaut la peine. J'ai finalement, après ça, eu l'opportunité d'aller travailler à la ville de Lyon pendant 2 ans et demi. Et ça a été une superbe expérience aussi. C'était ma première expérience en cabinet, cabinet politique auprès d'un élu. J'ai beaucoup appris et c'est là que j'ai pu ensuite me forger, faire mes candidatures, etc. pour partir en volontariat international avec les Nations Unies et à Bangui au final. Mais si j'avais lâché complètement ce milieu-là, je me serais même pas présentée pour avoir ce travail-là à la ville de Lyon. Je l'aurais pas eu. Et puis bon, peut-être que je me serais recyclée dans l'éducation ou je serais restée animatrice tout le temps. J'en aurais fait mon métier à plein temps. Je l'aimais beaucoup. Mais j'avais le sentiment que je pouvais faire mieux. Je pouvais faire plus et être plus utile à mon prochain. Donc, j'estime que, bon, c'est très bateau, mais ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts, c'est véridique. C'est très bateau, mais c'est véridique en même temps. Partant de ce principe, tu viens de me dire tout à l'heure que tu as fait plusieurs pays. Donc, et moi, je vais me focaliser que sur quelques-uns pour l'instant. Cameroun, parce que c'est là que tu découvres un petit peu quelle est, entre guillemets, ta mission de vie et ce que tu veux en faire, même si pour toi, à cet âge-là, à 9 ans, c'est très jeune, ce n'est pas très clair. La France, qui est une culture très différente de ce qu'on peut avoir au Cameroun. Retour en Afrique, donc Bangui, aujourd'hui le Congo. Qu'est-ce que cela t'a appris, ce parcours ? C'est quand même très centré sur l'Afrique centrale. J'aimerais bien aller vivre aussi peut-être en Afrique de l'Est, en Afrique de l'Ouest, voir comment ça se passe. J'ai eu l'occasion d'aller y passer quelques vacances, quelques séjours, découvrir avec des amis. Mais il y a beaucoup à faire encore ici. J'ai la sensation que je pourrais rester encore des années et essayer de faire ma part. Là, la semaine dernière, s'est tenu le Bilif ici. Oui. Quand on voit toutes les aspirations de la jeunesse congolaise, mais de la jeunesse africaine au sens large, on se dit, mais on a toujours besoin de se retrousser les manches pour faire. Nous qui sommes issus de la diaspora, on a envie de faire partie de cet élan aussi, de mettre notre pierre à l'édifice. Moi, j'ai toujours cette envie bien présente en moi. Et en même temps, j'ai pas l'audace de dire qu'on va tout changer en un jour ou que juste une personne comme moi, ça peut complètement changer la donne. Non. Je dirais que j'ai envie de faire ma part à mon petit niveau. Chaque fois que les compétences que j'ai peuvent être mises à profit au sujet d'une mission qui m'est chère. Donc là, par exemple, en ce moment, je suis consultante pour l'OMS Congo. Il s'agit pour moi de les appuyer pour voir quels sont les partenaires avec lesquels ils pourraient nouer de nouvelles collaborations, de nouveaux partenariats, afin d'ancrer davantage leur action ici au Congo, d'être plus présents dans tous les districts sanitaires. Je trouve que c'est important, parce que la santé, c'est quand même un sujet prépondérant pour le développement. Donc, je me sens utile. Si je peux les aider à mettre en œuvre une mobilisation de ressources qui soit efficace et qui leur permette d'élargir leur action dans le pays, ça sera déjà bien. Là, on est sur 12 ou 20 districts. Il faut en couvrir une 50aine. J'aimerais bien les aider à obtenir les fonds nécessaires pour ça. Pour pouvoir le faire. Les chantiers urgents, selon toi, tu viens de parler de jeunesse africaine au sens large, congolaise en particulier. À quoi elle aspire, cette jeunesse? Et comment on peut, chacun à son niveau, contribuer à réaliser ses aspirations? Waouh! Est-ce que j'ai la légitimité pour parler de ça? Je sais pas. Moi, j'ai entendu beaucoup d'aspirations à une vie meilleure, mais comme la jeunesse, j'allais dire au sens large, même pas qu'au niveau de l'Afrique, mais j'ai aussi entendu une jeunesse qui souhaite être actrice de son destin, accéder à des opportunités d'emploi, accéder à des conditions de vie qui soient meilleures, accéder au poste de direction. Comment on fait pour lui offrir ça? Je pense qu'il faut demander à nos politiciens. Moi, je n'ai pas la prétention de pouvoir y répondre, mais je pense effectivement qu'on ne construit pas un pays sans la jeunesse. C'est l'année de la jeunesse d'ailleurs, c'est ce que le président Sassou a déclaré et je trouve ça très bien. Le Bilif allait dans ce sens-là. Je pense que de plus en plus, il faudra compter avec cette jeunesse-là qui a envie, en fait, de faire partie de l'action qui est mise en œuvre. Et moi, je trouve ça positif.
Je pense que je fais encore partie de la jeunesse en question. Hein. Heureusement pour vous. J'essaye de me classer encore dans cette jeunesse-là. Et effectivement, je disais tout à l'heure, j'aimerais bien faire ma part. J'aimerais bien participer au mouvement collectif. Donc, moi, je ne peux que l'encourager. Alors, dans plein de domaines. Hein, là, par exemple, la thématique, c'était l'agriculture. Effectivement. Est-ce qu'on peut se nourrir soi-même au lieu d'importer beaucoup? Est-ce qu'on peut faire plus de choses avec les produits qu'on a, avec le manioc, avec tout ça? Ça, c'est des sujets qui sont pertinents. Comment on fait pour arriver à l'autosuffisance alimentaire, voire même à exporter? Comment se fait-il que quand il y a une crise en Ukraine, ça a un impact en Afrique? Voilà des questionnements qui ont été abordés et que je trouve extrêmement pertinents pour la suite. Si ça peut décider certains à changer leur fusil d'épaule pour que les choses s'améliorent, c'est très bien. Magnifique. Justement, je reviens sur l'accent de la jeunesse parce que tu as dit quelque chose tout à l'heure quand tu me parlais de ta volonté à intégrer cet organisme-là et que tu as eu plusieurs refus, mais tu as quand même continué. Qu'est-ce qui, selon toi, a changé la donne, a fait en sorte que pendant cet entretien, ce soit toi et pas quelqu'un d'autre? Quels sont les atouts qui ont été les tiens pour pouvoir justement y arriver? D'abord, il y a une chose, c'est le seul entretien que j'ai eu. C'est le seul. Avant ça, j'avais même pas eu de réponse, ou alors j'avais eu des réponses négatives. Je n'étais pas arrivée au niveau de l'entretien. Donc, quand j'ai eu l'entretien, effectivement, je me suis préparée comme si c'était l'entretien de ma vie. Parce que je voulais absolument, du coup, saisir l'opportunité. Et comme je disais, j'ai demandé de l'aide à des proches. J'avais un ami avec lequel j'avais fait mes études de master qui est avocat aujourd'hui, qui était centrafricain. Donc pour essayer de m'imprégner du contexte un petit peu, voir quelle était la réalité sur place, qu'est-ce que je pouvais dire de pertinent, est-ce qu'il avait eu des informations sur cette cour de justice, etc. J'ai un peu travaillé avec lui, j'ai travaillé avec d'autres proches pour l'expression orale. Et l'art oratoire, convaincre, s'adresser à autrui, etc. Voici aussi des sujets passionnants pour lesquels il est très important, je pense, de se former. Donc, je m'étais entraînée et donc je suis arrivée là-bas déterminée. Je pense que je leur ai pas laissé vraiment le choix. Et effectivement, ça s'est très bien passé. Les entretiens aux Nations Unies, souvent, c'est avec des panels. Oui. Donc, il y avait un panel constitué de plusieurs personnalités. Une personnalité des volontaires des Nations Unies, le chef du projet au PNUD, plus une personne des RH et une autre personne du volet justice. Et voilà, ça s'est très bien passé. D'accord. Donc, je retiens, l'art oratoire a été un atout. Apprendre, te renseigner surtout sur l'environnement dans lequel tu étais censé, que tu devais aller travailler, dans lequel tu devais aller travailler. Et puis se renseigner sur le poste, évidemment, je l'ai pas dit. Oui. Mais il faut bachoter. Il faut quand même montrer qu'on a postulé en sachant où on a postulé, pour quelle mission, quel est le lien entre nos études, notre expérience et le poste pour lequel on se présente. D'accord. Évidemment. C'est pas une histoire d'improvisation. Ouais. Ça, je ne recommande pas. L'histoire de se dire, on va y aller au talent. C'est important que tu dises ça parce que, justement, beaucoup de nos jeunes, quand ils viennent, et pour l'avoir vécu, ils viennent en entretien, ne sont pas spécialement préparés à cet entretien. Parfois, ils postulent parce qu'ils ont besoin de travailler, mais ils ne font pas l'effort d'aller rechercher et de démontrer à ce moment-là qu'ils sont vraiment la personne faite pour ce poste. Donc, j'avais besoin que tu précises ça pour pouvoir justement aider ceux qui se posaient la question comment je prépare un entretien, comment je fais pour être le candidat qui est retenu. Je ne dis pas que ça fait tout, mais c'est important et essentiel de pouvoir avoir justement les éléments dont tu nous as parlé tout à l'heure. Donc la détermination en a fait partie, la volonté manifeste que tu as démontré que tu étais la personne faite pour ce job-là, en te renseignant, en t'impliquant, en recherchant l'information et surtout le fait que tu sois préparé autant. Je pense, a été aussi pour toi un atout essentiel. Je pense que ça a joué. Alors, ça peut même commencer dès le début dans la lettre de motivation. Je pense que l'histoire de copier-coller les lettres de motivation et d'envoyer un peu partout,
la même chose. Aujourd'hui, avec le nombre de candidats, le fait qu'il y a Internet et que tout le monde ait accès au poste, etc., c'est pas une bonne solution. Je pense vraiment qu'il faut personnaliser. Alors, ça demande du temps. Quand je dis que j'ai envoyé plus d'une centaine de lettres de motivation, c'est une centaine de lettres de motivation à chaque fois personnalisées. Je lis la fiche de poste, j'essaye de voir ce que je peux faire, etc. Regardez aussi les critères. Parfois, c'est pas la peine de postuler. Vraiment, si on demande déjà 10 ans d'expérience et que nous, on est jeunes, qui vient d'arriver sur le marché du travail, etc., les chances pour être retenu pour un test écrit ou un entretien sont vraiment, vraiment minces. Est-ce que ça vaut la peine que je m'implique là-dessus, que j'y passe 1 heure, 2 heures, 3 heures en espérant quelque chose alors que finalement, dans l'intitulé, il était déjà noté que je ne pourrais pas aller de l'avant. Je pense qu'il faut vraiment regarder les critères, voir quels sont les postes pour lesquels je les remplis et là, personnaliser. Personnaliser la lettre de motivation pour que vraiment la personne qui lit, parce que les lettres de motivation vont être lues, ils prennent plaisir en fait et se disent « Ah, effectivement, ce candidat, il pourrait entrer dans ce que je recherche, etc., remplir tel critères. » C'est important. N'oublions pas que ce ne sont pas des machines en fait qui vont sélectionner les lettres de motivation, ce sont des êtres humains qui vont les lire et qui ont besoin en fait d'être intéressés, tout simplement. Parfaitement. Les qualités, les points d'amélioration qui te définissent et pourquoi? Il faudrait demander aux personnes qui ont déjà travaillé avec moi. Les qualités, je pense la persévérance, la ponctualité, la générosité dans le travail. Moi, j'aime beaucoup échanger, j'aime beaucoup travailler en équipe, j'aime beaucoup faire des brainstorming, voir ce qui en ressort, monter des projets ensemble, proposer des idées un peu novatrices. Moi, j'aime vraiment l'émulation. J'aime faire partie d'une équipe, d'un effort commun pour atteindre un objectif. C'est vraiment ce qui me plaît. Donc, j'espère que je suis une personne qui, au sein d'une équipe, est un peu moteur et un peu force de proposition pour qu'on aille de l'avant. Voilà les choses qui ressortent le plus. Les points d'amélioration, je pense que je suis peut-être parfois un peu trop pressée, qui n'est pas une qualité dans le cas d'espèces, parce qu'il ne faut pas aller toujours plus vite que la musique. Parfois, il y a certaines choses qui prennent du temps. C'est pas nécessairement de la lenteur. Parfois, c'est aussi le temps d'incubation et le temps de mettre en place des outils qui permettront la réussite du projet. Donc, la patience. Mais en même temps, en étant jeune, c'est en général pas la qualité première, la patience. Donc, pour ma part, je travaille là-dessus. Je travaille là-dessus et je pense qu'il faut savoir faire la différence entre ce qu'on peut faire vite et bien et ce qu'on doit faire dans un certain temps long afin que ça puisse marcher. Parfaitement. Y a-t-il des personnes sur ton parcours qui t'ont marqué? Si oui, pourquoi? Moi, j'ai eu la chance d'avoir des mentors. J'ai eu la chance d'avoir plusieurs fois des managers, des responsables, des personnes au-dessus de moi qui ont eu foi en moi et qui m'ont poussé à me dépasser. Qui m'ont pas juste dit non, ça c'est pas possible, ou alors ça, Nelly, c'est totalement farfelu. Qui m'ont dit écoute, si tu veux faire ça, écris des termes de référence, écris-nous ton projet avec tout le détail, et puis si ça tient debout, ma foi, on verra, on essaiera d'aller chercher le budget, on va essayer d'aller pousser. Ou alors, ton projet, il est bien. On n'a pas de sous, ma foi, va chercher les bailleurs qui pourraient éventuellement financer ton projet et aller de l'avant. Ça m'a poussé à me dépasser. J'ai aussi eu des responsables qui m'ont mis beaucoup de rouge sur mes copies. Oui. Ça va pas. Il faut recommencer. Il faut rédiger mieux. Il faut être plus convaincante. Il faut changer tes tournures de phrases, etc. Sur le coup, ça peut être extrêmement frustrant. Mais aujourd'hui, ça me permet d'avoir des facilités de rédaction et d'avoir des facilités à convaincre que je n'aurais jamais eu si je n'avais pas pratiqué autant. Donc vraiment, ce que je dirais pour les jeunes qui pourraient être frustrés par la méchanceté, la cruauté parfois de certains responsables, c'est pas nécessairement parce qu'ils vous veulent du mal, c'est peut-être même tout le contraire. Ils veulent peut-être vous permettre d'être plus pointilleux, d'être meilleur en rédaction, d'être plus convaincant, afin que vous soyez opérationnel pour la suite. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des personnes comme ça. En plus, dans les carrières que je cherche à poursuivre, les métiers que je cherche à poursuivre, on appelle toujours les référents précédents. Là aussi, faites attention à ce que vous faites dans une entreprise, dans une organisation. Soyez toujours correct avec les gens.
toujours respectueux, parce que de toute façon, on va peut-être se renseigner. On va appeler votre ancien responsable, directeur ou autre pour voir comment vous vous comportez au sein de l'entreprise, comment vous vous comportez au sein d'une organisation, quels sont les points forts, les points faibles, comme tu me demandais tantôt. C'est très important de ne pas faire mauvaise impression. Alors, bon, parfois on tombe sur des personnalités abusives et voilà. Mais je pense que dans la majorité des cas, c'est pas nécessairement le cas. C'est juste que c'est une façon de vous faire progresser. Voilà. Et pour la femme derrière la professionnelle, est-ce qu'il y a eu un moment clé dans ta vie ou une personne clé ou même un livre clé qui a eu un impact très fort sur la femme que tu es devenue et la femme à en devenir? Il y a eu des séries. On ne va pas rentrer dans les cases. Voilà. Je vais pas dire un livre nécessairement, mais je disais tantôt que moi j'avais essayé de me perfectionner en anglais au travers de voyages, mais aussi au travers de séries que je regardais en version originale sous-titrée. Et dans ces séries-là, il y avait Scandal. Oui. Il y avait Scandal, il y avait Grey's Anatomy, il y avait How to Get Away with Murder, qui ont en commun d'avoir été créés par la même personne, Shonda Rhimes, que j'aime beaucoup, dont j'ai lu le livre L'année du oui, voilà, qui est un livre qui, moi, m'a fait beaucoup de bien. Pour certains, c'est difficile de dire oui au changement, c'est difficile de sortir de nos idées reçues, de nos carcans. Cette femme a créé des personnages féminins, noirs, asiatiques, d'origine hispanique ou autre, puissants, compétents, inspirants. Avant ça, je n'avais jamais vu ça. Je n'avais jamais vu ça. C'était, je ne pouvais pas m'identifier à des personnages forts, puissants, voilà, comme Annalise Keating, Olivia Pope, Miranda Bellet. Non, il y avait pas. Quand c'était un médecin dans une série, c'était forcément quelqu'un qui avait la peau claire, oui, des yeux clairs, des cheveux clairs, et voilà. Quand on est médecin, c'est ça. Quand on est avocat, pareil, c'est réservé à une certaine tranche de la population. Elle a cassé ces codes-là. Et ça m'a fait un bien fou, à tel point que ma fille s'appelle Olivia. Oui, je trouve que ça a vraiment changé le narratif. Ça nous a permis d'avoir, nous aussi, des personnages auxquels s'identifier et des personnages qui pouvaient tout faire. Si c'est être astronaute, tu vas être astronaute. Si c'est travailler aux Nations Unies, tu vas travailler aux Nations Unies. Si c'est, peu importe ton ambition, elle n'est pas en dehors de ta portée parce que tu es une femme, parce que tu es noire, parce que tu es jeune. Non, 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 non. Tout ça, c'est possible, ça existe, et on va les mettre sur le devant de la scène. J'ai trouvé ça formidable. Mon évolution, ça a été très important d'avoir ces personnages-là. Ce sont des personnages de fiction, hein, mais ça fait la différence. Ça fait vraiment la différence. Et avoir une auteure afro-américaine qui nous a permis de voir ça, j'ai trouvé que c'était vraiment du pain béni. Merci beaucoup, Nelly. Nous arrivons donc au terme de notre échange. Je vais te demander de regarder la caméra en face de toi et de nous laisser un message pour la génération à venir. La génération à venir, donc celle de nos enfants. Je vous souhaite d'avoir des challenges qui soient différents des nôtres. Je vous souhaite qu'on ait pu faire avancer les choses pour que le chemin soit moins sinueux pour vous, pour que les difficultés soient moins grandes et que la montagne vous paraisse moins élevée. J'espère qu'on aura réussi à faire ça afin de vous laisser une planète où il fera bon vivre et où les défis que vous aurez à aborder seront abordés avec sérénité et avec courage. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec nous, avec Nelly, qui a eu la gentillesse de partager son parcours, ses expériences et son vécu. J'espère que comme moi, vous avez appris, retenu aussi des éléments importants. Moi, je retiens de cet échange sa détermination à avancer, à ne jamais laisser un obstacle la faire renoncer à son rêve et surtout son aptitude à s'adapter aux différents environnements dans lesquels elle a vécu. J'espère vous retrouver très bientôt dans la prochaine édition d'En Talent, une histoire.